Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e épisode de Et si. Aujourd'hui avec moi et comme d'habitude j'ai mes deux compères de choc, Arnaud, ça commence bien, Alexandre, Oui, je ne suis pas Arnaud. C'est pas la même. ouais, si je me trompe d'émission on va pas y arriver, hein. Et Charles, Salut. voilà, et moi c'est Aurélien, oui bon, désolé, le fail, Ah, c'est bon, ça arrive. c'est ça, c'est le soir, c'est la fatigue, trop de travail, tout ça. Euh, du coup... Nous allons faire une émission, un épisode 14 un peu spécial puisqu'on est dans une sorte d'hors-série, puisque d'habitude, si vous nous écoutez, vous savez qu'on parle plutôt de tout ce qui est anticipation technologique. Ce soir, on va parler plutôt économie et notamment l'évolution, on va dire, de l'argent et des différentes monnaies que l'on connaît à l'heure actuelle. Avant de commencer cet épisode, deux, trois petites choses. Tout d'abord, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @__SI. Ensuite, sur Facebook, SI Anticipation, sur YouTube, SI Anticipation. Vous pouvez nous retrouver sur Tumblr, et-si-anticipation.tumblr.com. Sur Dailymotion, le jour où j'arriverai à uploader les vidéos, donc c'est pas gagné. Et voilà. Je pense que c'est déjà pas mal en termes de partenaires. Ensuite, nous avons aussi, comme d'habitude, nous sommes en live sur badgeek.fr/live. Si vous nous écoutez en live, bonjour à vous et merci. Vous pouvez réagir à tout moment sur le chat. On écoutera et on essaiera de répondre à vos questions durant le live, tout simplement. Si vous êtes sur Twitch, par contre, pensez à vous connecter sur Badgeek, sur le chat Badgeek, puisque on ne s'occupe que d'un seul chat à la fois. C'est déjà bien assez à gérer. Et puis enfin, on remercie encore et toujours nos amis de chez Xleak qui nous fournissent tous les visuels, ce qui nous permet de sortir des vidéos de qualité pour cette émission. Donc merci à eux. Alors comme je vous le disais en introduction, on va vous faire aujourd'hui un épisode hors série qui traitera donc de l'économie. Alors c'est un sujet où on n'est pas forcément des professionnels et des experts, donc on va... peut-être dire des bêtises, peut-être faire quelques imprécisions. Donc veuillez nous en excuser et n'hésitez pas à nous le signaler dans le chat si vous êtes en live. Et maintenant, je laisse la parole à Charles qui va nous parler des moyens de paiement. Voilà, les moyens de paiement, c'est tout simple, hein, actuellement, on en a 4 sortes. On a les moyens de paiement en espèces, c'est-à-dire les pièces et les billets, qui sont imprimés par l'État dans lequel vous vivez, logiquement, ou dans notre cas, l'euro, donc sur le continent dans lequel on vit, ou en tout cas sur les pays qui veulent bien s'entendre là-dessus. Nous avons également comme autre moyen de paiement les chèques. Alors les chèques, c'est simple, c'est des espèces de virements bancaires, voilà, tout simplement. Alors, à différencier justement des virements bancaires par RIB qui sont plus organisés, j'ai envie de dire, qui permettent d'avoir une répétition, de pouvoir faire des prélèvements en plusieurs fois, etc. Et on a également la carte bancaire, très connue, bout de plastique qui vous permet d'acheter tout et n'importe quoi très rapidement et très facilement. Voilà, ça c'est les moyens classiques que je vais pas... D'invention française. Oui, d'invention française et d'ailleurs, très utilisé en France. Très utilisé en France, beaucoup plus qu'à l'étranger. Tout à fait, oui. Qui utilise plus une technologie, pas carte à puce, mais plutôt bande passante, etc. Bande magnétique. Bande magnétique. Merci bien. Mais de toute façon, ça c'est les classiques et on se rend compte que depuis un certain temps, on essaye de pousser vers d'autres moyens de paiement. Donc je dis on essaye de pousser, c'est surtout les banques qui essayent de pousser sur d'autres moyens de paiement qui sont par exemple le PayPal. Donc le PayPal, c'est pas vraiment les banques, ça a été inventé, je sais pas, par un site internet qui vous proposait de mettre de l'argent et de pouvoir le restituer sur internet. Ça avait l'avantage de combler une lacune que beaucoup de gens avaient, de ne pas avoir confiance sur les transactions internet. Donc les transactions PayPal donnent un peu plus confiance aux gens. Oui, parce qu'en fait, tu as un compte qui est limité en termes d'argent dessus. Voilà, Donc, si tu te fais pirater ton compte, tu perds pas tout. Tu perds que ce qu'il y a sur ton compte PayPal. C'est ça.
C'est une solution qui est récemment imitée par les banques qui ont lancé leur service Paylib. C'est une certaine, enfin, c'est 3 banques françaises qui ont lancé ce projet-là. Voilà, donc c'est une imitation de PayPal. C'est très bien. Et un autre mode de moyen de paiement que les banques essayent de pousser beaucoup, c'est sur le téléphone. Alors le téléphone, ça marcherait un peu comme une carte bancaire finalement. Euh, et en parlant de ça, récemment, enfin beaucoup de banques utilisent actuellement, quand vous payez sur Internet par carte bancaire, une confirmation par téléphone aussi. Donc on voit bien que le téléphone est quelque chose qui, qui donne un peu plus confiance parce que c'est un objet qu'on a toujours sur soi, c'est un objet qu'on regarde souvent. C'est pas que des coordonnées, c'est pas comme une carte bancaire ou avec tous les numéros finalement. Vous pouvez payer sans posséder l'objet. Il suffit d'avoir les numéros qui sont inscrits dessus. Oui. Sur Internet en tout cas. Et c'est vrai que la confirmation par téléphone, ça se démocratise et c'est quelque chose qui doit rassurer autant les banques que les particuliers. Et nous avons les solutions d'avenir qui sont pas encore évoquées ni mises vraiment au point et qui pourraient tout de même apparaître rapidement parce que les technologies qui sont derrière ne sont pas si avancées que ça. On parle là de bracelets électroniques ou de puces sous-cutanées qui permettraient tout simplement, ça marcherait sur le même principe qu'une puce d'une carte bancaire. Et du coup, par contre, c'est quelque chose qu'on ne perdrait pas et qu'on aura du mal à vous voler, quoi. Ouais, faut te couper le bras, quoi. Faut couper le bras, Ça, faut c'est savoir beaucoup où plus est la compliqué, puce oui. si c'est sous-cutané, etc. quoi. Disons que quand tu te fais Donc, voler ton portefeuille, tu l'as mauvaise puisqu'il te manque un bras après, quoi. un peu de ça, ouais. Et la solution encore plus dans l'avenir, ça serait utiliser directement des données biométriques couplées à une base de données, évidemment, qui permettrait directement, grâce à votre empreinte digitale, de payer une certaine somme, etc. quoi. Ah, Alors, données biométriques, on pourrait parler d'empreinte digitale, comme je viens de le faire, mais ça pourrait être très bien un scan rétidien, ça pourrait être une reconnaissance vocale ou faciale, ou une prise de sang dans un avenir lointain où ça serait très rapidement analysé l'ADN. On peut aussi imaginer un couplage de plusieurs de ces technologies, par exemple, je sais pas, le vocal et le facial sont des trucs qui peuvent assez rapidement se faire. Une phrase de code avec une reconnaissance faciale. On pourrait aussi imaginer des sécurités comme le poids, qu'on soit tout seul dans la cabine quand on retire de l'argent, euh, ou tout simplement mesurer la taille, enfin voilà quoi. ouais, On peut imaginer beaucoup de sécurité de ce genre. Et je pense que j'ai fait un peu le tour de mon sujet. d'accord. Alors moi, je vais vous parler un petit peu maintenant de... Donc on a parlé de l'évolution un peu des moyens de paiement. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'évolution de la relation client qu'on entretient avec notre banque. On le sait tous actuellement, on a tous, ou la majorité des gens, ont une banque, on va dire, classique, comme, je sais pas, Crédit Mutuel, LCL, la Banque Populaire, etc., etc. Il y en a un bon petit paquet. Donc ça consiste en quoi? Finalement, on a notre argent qui est déposé sur un compte. Alors bon, aujourd'hui, notre argent, c'est beaucoup des 0 et des 1, c'est-à-dire des chiffres sur un ordinateur. On n'a plus notre salaire à la fin du mois qui est donné en liquide ou en je ne sais quelle monnaie, mais malgré tout, on dépose notre argent sur un compte. On a une agence où on peut aller retirer des sous, on a des moyens de paiement comme on vient de le voir. Ça, c'est la banque standard. On sait et on voit aujourd'hui arriver de plus en plus des banques que je qualifie de banques internet, je ne sais pas si c'est le terme exact, qui consistent en fait à tous ces banques de style Boursorama Banque et compagnie, qui sont en fait des banques virtuelles. On dématérialise la banque comme on le fait pour le jeu vidéo, ben on le fait pour les banques. Ils n'ont plus comment on appelle ça, De guichets, de guichets, de voilà. locaux Ils n'ont plus de pour locaux. les clients. Tout se fait via Internet.
et via éventuellement courrier pour vous envoyer vos cartes bleues, etc. Ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, bien sûr, c'est qu'on paye moins cher de frais divers et variés. Bon, il y a des inconvénients sur la sécurité de certains documents, etc. Mais bon, dans l'ensemble, ça fonctionne bien et ça commence à arriver de petit à petit. Aujourd'hui, on a une évolution assez nette dans ce secteur de gens qui passent d'une banque classique à une banque Internet. Par Et contre, puis, ça ça peut être un propose cumul. des inconvénients en termes logistiques, c'est-à-dire qu'il demande beaucoup plus de manipulation de la part du client Tout à fait. Alors, il y a plus de dans le cadre travail. de... Il y a plus de Voilà. travail de la part du client, c'est vrai. En plus, il faut être honnête, comme toutes les choses dématérialisées, quand on a un problème et qu'il faut aller taper sur quelqu'un, eh ben, c'est compliqué. Quand on n'a pas de problème, ça marche bien. Quand on en a un, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Bref, on n'est pas là pour décider de si c'est bien ou mal, mais plutôt pour se poser la question sur vers quoi va-t-on évoluer. Pour moi, donc je dis bien pour moi, c'est mon avis et ça n'engage que moi, je pense que d'ici 10, 15, 20 ans, on va rester dans ce modèle, quitte à arriver peut-être à un équilibre entre les gens qui seront dans des banques classiques et dans des banques internet, qui soit dit en passant, les banques internet sont gérées de près ou de loin par les entreprises, enfin les sociétés mères qui gèrent les banques classiques, hein, donc au final c'est la même boîte derrière ou presque. Par contre, je Comme les pense... forfaits téléphone, quoi. Euh, Depuis l'arrivée de Free, ils ont tous délocalisé leur service en low cost du c'est vrai, même type, C'est quoi. ça, c'est ça, c'est ça. c'est proche. C'est un peu C'est la un peu même le idée. même principe. C'est la même idée, en effet, tu as raison. Par contre, je pense que d'ici une vingtaine d'années et plus, on va tendre vers une évolution de l'argent qui deviendra virtuel. On en parlera pas dans la suite de l'épisode, donc je m'étends pas là-dessus. Et donc, on n'aura plus vraiment des banques, mais plus des sortes de méga porte-monnaie en ligne qui nous offriront tout un tas de services, de prélèvement, de virements, etc. Mais finalement, ça sera vraiment plus que du porte-monnaie en ligne, quoi. C'est hop, t'as tant de sous sur ton porte-monnaie et tu peux en faire telle chose, telle chose, telle chose. Pour moi, c'est ce vers quoi on va tendre. Alors ça, on va encore Ouais. en parler aussi ensuite, puisqu'on va parler de monnaie alternative et tout ça. Donc je ne vais pas plus loin. Et enfin, je pense que le deuxième point sur lequel on va évoluer, qui est dû à deux choses, c'est qu'on va évoluer vers la séparation de la banque de prêt et de la banque de dépôt. Aujourd'hui, ça a été un reproche qui a été énormément fait à cause de la crise qu'on a connue ces dernières années, que les deux banques étaient étroitement liées, et du coup, quand la banque de prêt se cassait la gueule, comme on a eu les subprimes aux États-Unis par exemple, eh ben, la banque de dépôt se casse la gueule avec, et donc tous les petits citoyens Ah, en même temps. Ça les Euh, entraîne. Ça les entraîne, exactement. Et ce problème-là entraîne déjà aujourd'hui des questions sur cette séparation, et je pense qu'elle va continuer du fait de l'apparition de ces sortes de porte-monnaie virtuelles, comme je le disais juste avant, puisque on va avoir un côté vraiment le dépôt et notre argent utilisé, notre argent courant, et puis on aura d'un autre côté vraiment les emprunts pour des très gros achats, pour voilà, des achats de voitures, d'appartements, etc. Sur ce, je vais laisser Charlie nous parler des banques alternatives, puisque ouais, je suis déjà en train de teaser ce sujet. un petit peu. Donc, banque alternative. Alors, dans le cadre de cette rubrique, je vais préciser quand même qu'on parle de banque en termes de moyens de stocker de la monnaie, plus que comme une institution financière. Parce que c'est pas du tout le sujet en fait. Du coup, je vais vous donner quelques exemples de ce type de moyen de stocker de la monnaie qui est annexe à un moyen normal. C'est-à-dire que normalement, ben, ça serait des billets ou ça serait des chiffres sur un compte bancaire, etc., qui, comme je vous l'avais dit. Et ben là, c'est un autre moyen. Alors, on a par exemple les actions, des actions boursières. On peut avoir du terrain, par exemple, tout simplement le terrain où est construit votre maison ou des terrains ailleurs. De Tout ça, propriété. ça peut être des propriétés, voilà. Tout ça, ça peut être quelque chose qui va permettre de stocker la monnaie. Plus étonnant, on peut miser sur l'or, les bijoux, tout simplement avoir son stock d'or, je sais pas. Ça se faisait beaucoup avant, beaucoup moins aujourd'hui. Mais alors là, on va partir sur des trucs beaucoup plus récents. Par exemple, de faire des transactions dans le même Oula, compte Charlie, Steam. on t'entend plus bien. Vas-y, tu peux répéter ta phrase? Ah, Tu silonnes. C'est Je peux ça. répéter, oui. je filonne.
Et alors, je disais, on peut avoir des comptes eBay ou des comptes Steam qui peuvent vous permettre de stocker de l'argent. J'espère que vous m'entendez bien cette fois-ci. Euh, ou encore des cartes Magic éventuellement. Enfin voilà, C'est c'est vrai. tout un cas de propriété. On en a déjà parlé pour le coup des cartes Magic, mais c'est vrai qu'il y a un micro, il y a une micro économie qui Économie. tourne autour de voilà d'eBay, de Steam, de Magic, etc., qui peuvent être finalement des banques en termes enfin qui peuvent vraiment stocker beaucoup d'argent pour certains dedans quoi. Tout à fait. Donc Beaucoup de richesse. beaucoup de richesse, ouais. Donc, on va en parler un peu. Je propose de parler d'abord de la fiabilité de ces modes-là de paiement, enfin de stockage d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en termes de fiabilité? Ah, alors, pour moi, donc tout ce qui est système classique, on sait que c'est extrêmement fiable, notamment parce que c'est soutenu par les États, etc., etc. Donc c'est pas forcément le point intéressant. Par contre, pour Oui, tout ce mais la qui est crise qui vient Steam, d'arriver prouve que c'est pas forcément vrai non plus. ouais, alors si tu veux, je le vois comme ça, c'est que je pense, alors bon, euh, je pense que aujourd'hui, si tu as une défaillance d'un État comme la France, comme l'Allemagne, bref, des États assez importants au niveau économique mondial, le fait qu'ils ne soient plus en moyen de couvrir les sous que tu avais sur tes comptes en banque, donc savoir de te rendre... Le principe, c'est ça. Normalement, l'État, si je me trompe pas, si une banque fait faillite, te redonne à hauteur de 15 000 euros de ce que tu avais sur les comptes en banque de la banque en question. Si je me trompe pas, le chiffre est peut-être pas juste, c'est peut-être 30 000, je sais plus exactement. Exactement. D'accord. Si aujourd'hui un État n'est plus en moyen de faire ça, je pense qu'on sera dans une crise telle que on s'en foutra un peu que ça sera le cadet de nos soucis. Ce Bon, sera une crise de Ouais. l'État et non voilà, de son argent. on sera dans une situation assez Mais catastrophique, à mon avis. enfin, je doute quand même que la France ait les moyens, déjà qu'elle est endettée, de rembourser 15 000 euros à potentiellement tous les Français, quoi. Ah non, il n'en a pas les moyens. Mais en fait, on fera comme on fait d'habitude, on créera de la dette. On sait le faire, on Ouais. continuera. C'est juste que la dette, au lieu d'être répercutée sur chaque citoyen, eh ben, elle sera répercutée sur l'État. Alors après, ça Ouais. mettra l'État très mal et tout, hein, et bien sûr, hein, ça va être, ça serait une boucherie, hein. Mais je pense qu'on serait dans une situation bien pire encore si ça arrivait. Par Il y contre, aura une crise de confiance sinon, quoi. ouais, alors crise de confiance, oui, tout à fait, notamment, enfin, ça serait pas terrible. Par contre, en ce qui concerne la fiabilité de trucs comme Steam, comme eBay, déjà Ouais. tout de suite, j'ai beaucoup plus de doutes, rien que pour le simple fait que ça appartient à une entreprise privée qui a des vélocités à faire du profit, à gagner de l'argent, Tout à fait. et qui a Des velléités. des velléités, pardon. Oui, Et c'est des vélocités, c'est que il court vite, quoi. ouais, c'est ça. Non, mais en fait, je lis un livre où le mec se trompe tout le temps de mots, du coup, je me trompe tout le temps de mots. Voilà. C'est quel bon choix de mots. Euh, donc moi, ça m'inquiète un petit peu plus personnellement, ce genre de choses. Je placerai pas tout mon argent sur un pseudo compte Steam, admettons que ça soit possible. Enfin, ça l'est en fait, puisque tu peux acheter, mettre tes euros sur ton compte Steam. Je le ferai pas. Après, je sais pas Ouais. ce que pense Alex, mais moi, j'ai pas confiance. Moi, je le Alors ferai pas, mais pour effectivement, d'autres raisons. ouais. Bah, J'utilise Non, beaucoup vas-y. un exemple de ces sites où tu mets de l'argent, où tu en récupères, euh, parce que enfin, je suis un énorme adepte de la vente et revente d'occasion et compagnie. Oui. Donc, en fait, le truc, c'est que tu vas avoir de l'argent sur des pseudo-comptes en banque, mais pas dans des banques, mais dans des serveurs détenus par des sociétés qui font de l'argent avec ça. Voilà. Donc, le truc, c'est que tu peux te dire, j'ai pas confiance du tout, mm, mais c'est encore un choix de pas l'utiliser ou non. C'est encore une fois, c'est que tu peux très clairement pas avoir confiance, mais quand même te dire, bah, je l'utilise parce qu'il n'y a rien d'autre à côté. Et mhm. que si j'ai envie de faire ça, ça me fait gagner tellement de temps, d'argent et compagnie que bah ça fait rien, je me débrouille, je l'utilise. Donc moi c'est ça, c'est que la plupart du temps tu vas jamais mettre des sommes énormissimes. Voilà, tu vas pouvoir rester dans des sommes qui sont rondelette, mais pas, c'est pas de l'épargne, c'est pas avec ça que tu vas gagner de l'argent en attendant quoi. C'est uniquement sur Oui. un moment T, tu vas récupérer de l'argent ou en mettre pour le dépenser pour des services. Voilà. Mais ce sera jamais avec cet argent-là que tu vas faire fructifier quelque chose. Donc Alors là, on est finalement, d'accord il y a un peu moins de pour Steam, touches. pour eBay.
Pour les cartes Magic, c'est un peu le même principe. Effectivement, on est à peu près tous d'accord que d'une part, non, c'est pas très fiable parce que ça dépend que d'une seule entreprise. Éventuellement, on peut taper dans tous en même temps, mais ça serait pas très pratique. Et d'autre part, c'est pas pratique justement. C'est pas des services qui sont très pratiques. Par contre, sur des trucs comme l'action ou les propriétés ou l'or, ben ça se fait quand même, ça se fait. Et Ah oui, ça se fait certains énormément. pensent que par rapport aux propriétés, par exemple, le marché est beaucoup plus stable que le marché financier mondial, quoi. Ouais, alors il faut voir deux choses en fait. C'est que, à la différence de Steam, eBay ou d'une banque, c'est quand tu achètes. Alors, les actions, je les mets de côté parce que pour moi, ça rentre dans les banques aussi, hein. C'est des chiffres sur un ordinateur, ça peut se péter la gueule du jour au lendemain. Enfin, voilà. C'est un peu dans le même panier. Par contre, tout ce qui est terrain, or, argent, matériaux, puis diamants, je sais pas quoi, c'est des choses concrètes déjà, première chose. Ouais, Donc ça existe réellement et il n'y a pas de risque que ça disparaisse du jour au lendemain. Par contre, ça ne veut pas ouais. dire qu'ils vont toujours valoir la même valeur, hein, ça dépend beaucoup. En fait, tu te bases du coup sur cette valeur, vaut beaucoup sur le ratio offre-demande, quoi. Euh, Ouais. Typiquement, si du jour au lendemain, on considère que, je sais pas, 95% de la population humaine disparaît de la planète, le Terra va vachement être moins cher. Et du coup, tu vas Oui, avoir perdu oui, beaucoup effectivement. d'argent. Voilà. Alors, Évidemment. voilà, pareil, l'or, c'est pareil. Aujourd'hui, on considère que c'est youpi, c'est trop génial l'or, parce que c'est super rare, super cher, super précieux. Il y a toute une historique là-dessus, mais je vais pas faire l'histoire de l'humanité, on va pas aller jusque-là. Mais on aurait très bien pu dire un jour, dire qu'en fait l'or c'est de la merde, on s'en fout, ça vaut autant que de la terre et ça vaudrait rien. Donc encore une fois, c'est sur des considérations humaines, on s'est mis d'accord un moment, tout le monde, pour dire tiens, ça vaut quelque chose. Et Bon, ça vaut Ah, c'est la tant. rareté du Ouais, c'est métal tout. aussi, quoi. notamment parce que c'est rare, mais bon, il y a d'autres choses qui sont rares qui valent pas forcément des mille et des cents. Donc, Oui. hein, voilà, après tout, hein. Mhm. Bah, oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On va revenir rapidement sur le côté pratique de ces moyens de stocker de l'argent. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui vous rebute déjà? Par exemple, je vais parler d'un exemple très concret, Steam. On sait qu'on peut gagner de l'argent en revendant des objets Des de Steam, cartes. Ouais, Ouais. d'accord. mais jamais, de toute façon, jamais Steam va vous redonner de l'argent physiquement. C'est vrai. Donc finalement, c'est bon que dans un côté, quoi. On gagne jamais vraiment d'argent puisque tout l'argent qu'on gagne, c'est pour le redépenser. C'est un peu comme quand vous achetez un produit dans un magasin et on vous donne un bon de réduction pour acheter un autre produit. C'est C'est pas, c'est un peu complètement ça, en fait. C'est du commerce. C'est C'est du ça. c'est commerce. du commerce, voilà. C'est-à-dire que mine de rien, on vous vend, bah voilà, vous gagnez de l'argent, mais en fait non, vous gagnez de l'argent que si vous faisiez une promesse d'achat derrière. Euh, Mhm. bon. Oui, tout à fait, je suis Donc ce d'accord. côté-là pratique, je pense que, bah, en tout cas sur les nouveaux marchés comme les cartes Magic. Alors cartes Magic c'est autre chose parce que Non, c'est différent. on peut les D'un côté, revendre, ça on peut marche comme vraiment les eBay, hein. revendre, Voilà. Ouais, les cartes vraiment Magic, vraiment les pour le revendre. coup, c'est comme de l'or ou des choses comme ça, quoi. C'est C'est ça, c'est une c'est la valeur marchande qui rareté, évolue. voilà, c'est la rareté qui fait que ça vaut des sous, etc. Donc, je Mhm. pense qu'on est tous d'accord quand même pour dire que c'est pas très pratique. En tout cas, c'est tout nouveau. Les trois derniers que j'ai cités, c'est-à-dire Steam, eBay et Magic, c'est pas tellement pratique. Et d'un terme profit, par contre, c'est quelque chose. Bah, on va parler des cartes Magic en particulier. C'est quelque chose qui dégage du profit quand même. Qui Oui, a, c'est quelque chose qui a pris de la valeur, ouais. qui a pris C'est beaucoup quelque beaucoup chose de qui valeur. prend de la valeur globalement vu l'ancienneté. Et par contre, ça génère du profit pour les sociétés qui font ces sites-là d'échange-vente, et ainsi de suite, vu qu'on passe par eux. Euh, donc oui, effectivement, ça génère du mouvement d'argent. Voilà. Ouais. Oui. Une économie interne, et ainsi de suite. Et Puis, finalement, ça se rapporte un peu comme une action en bourse qui, bah voilà, ça a bien marché, donc bah, ça prend de la valeur. Mais ça aurait très bien Mm. pu être des cartes d'une autre collection, je sais pas moi, une qui marche pas. Je pense qu'Alexandre nous en citera une, qui bah, s'est cassé la gueule et qui vaut plus rien aujourd'hui, quoi. alors, je Oui, suis pas vraiment d'accord.
Parce que je pense qu'aujourd'hui, la cote Magic, les cartes qui valent vraiment cher sont celles qui sont les plus rares. Je me trompe pas, Oui. Alex? Oui, c'est les cartes les plus vieilles, plus rares. Donc pour moi, c'est plus comme du terrain ou quelque chose comme ça, quoi. C'est comme entre acheter un terrain en plein milieu de Paris et acheter un terrain en plein milieu de la Creuse. Il y en a un qui est plus rare que l'autre et du coup, il vaut plus cher. Mais mécaniquement, c'est Mais l'offre et la demande. Alors qu'une action, oui, c'est mais pas la même l'offre et la chose. demande, ça marche aussi bien en termes de terrain que d'action, il me semble. Oui, tout à fait. Mais l'action, c'est pas la même chose. L'action, tu te bases sur un principe. Le prix de l'action va monter notamment parce que l'entreprise va fonctionner. C'est pas parce que l'entreprise devient plus rare, c'est parce que elle fait des profits, du coup tu récupères des dividendes, du coup l'entreprise vaut plus cher, du coup l'action vaut plus cher, tu vois. C'est pas tout à fait la même mécanique quand même. D'accord. Ok, bon bah au moins on est à peu près d'accord sur ce thème-là. Je vous propose qu'on passe à la Alors, suite. juste avant la suite, je note une remarque de Dave Bond sur le chat qui nous dit pour Magic, c'est une rareté simulée contrairement à l'or où la limite est clairement définie et il n'y a pas de possibilité d'en avoir plus. Tout Euh, à fait. je suis d'accord, même si, comme tu le rajoutes Alex sur le chat, en effet, les cartes qui sont aujourd'hui considérées comme très rares et très chères ne seront plus du tout rééditées. Elles sont dans des listes spécifiques jamais réimprimées, quoi. Donc ça se Voilà. Ouais, rapproche un peu de mais l'or quand même. Même si l'or c'est c'est de la naturel, bonne alors volonté de l'éditeur quand c'est même. ça. L'or c'est naturel, alors que Magic c'est l'humain qui a décidé qu'elle serait rare, quoi. D'où Oui, c'est ça. le terme rareté simulée qui est en effet assez juste. Voilà. Ouais. Du coup, désolé Alex, je t'ai coupé, je te laisse enchaîner sur l'argent public. Oui, on va parler pas trop longuement, mais comme on essaie de pousser l'économie un peu plus loin qu'elle ne pourrait être, on va s'intéresser à l'argent public. Alors, je vais simplement essayer d'avoir des réflexions sur comment l'argent d'un État pourra être utilisé dans le futur. Alors déjà, on va s'interroger sur la trésorerie d'un État. On sait que chaque État possède de l'argent, ainsi de suite. Il émet de la richesse en lui-même, et ainsi de suite. Est-ce que finalement, dans le futur, on pourra avoir des États qui n'ont pas ce système de monnaie ou de création de monnaie, mais plutôt qui piqueraient celui d'un autre, ou alors tout simplement qui se diraient bah non, je n'ai pas envie de rentrer dans ces considérations-là, j'ai envie de faire mon truc tout seul, et ainsi de suite. Prenons un cas hypothétique où par exemple on trouverait sur une île dans le Pacifique qui n'appartient à aucune eau, c'est des eaux internationales, quoi, qui n'appartient à Oui. personne, et ainsi de suite, et il y aurait un techno qui se poserait dessus et qui commencerait à baptiser son état, ainsi de suite, faire tout. Un espèce de Sealand en beaucoup plus poussé et un peu plus Oui. compliqué. Donc, est-ce qu'on pourrait le considérer comme un État et ainsi de suite? Il y aura des grosses discussions qui ne nous touchent pas là-dessus, mais nous, ce qui nous intéresserait, c'est au niveau de son économie. Parce qu'en fait, il crée l'économie des autres, il générerait de la richesse en interne parce qu'il aurait forcément des mouvements, de l'argent qui se créerait, des richesses, de l'activité réelle au niveau de son économie interne, sans forcément avoir une trésorerie propre à lui. Donc ça, c'est vraiment pousser l'idée à son plus loin possible, parce que techniquement, c'est pas possible. Je pense que même dans 20 ans, ce sera toujours impossible. Si ça vous intéresse, tout ce qui se passe avec Sealand, pour rappel, c'est un petit mec sur un espèce de offshore qui s'est dit tiens, je vais créer un État. Voilà. Donc si vous voulez être membre de Sealand, vous pouvez faire, mais il faut payer. Et ainsi de suite. Ah, donc, Ils perdent pas le nord, les mecs. Ouais, pareil, dans un truc c'est qui nous rigolo. touche un peu plus qui est proche à nous, c'est les impôts. Comment voit-on les impôts dans 20 ans? Déjà, je pense qu'on est parti pour en avoir beaucoup encore tout le temps. Voilà, c'est pas quelque chose Oui. qui va changer, c'est présent depuis très 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 longtemps. Voilà, c'est quelque chose qui est inclus limite depuis que les gens se sont regroupés. Voilà. Mais ça va être le traitement de cet impôt qui m'intéresse, moi, à voir comment ça va évoluer. C'est-à-dire, je verrais bien des fois un retour on en reviendra plus tard avec le troc, mais pour payer un impôt à un moment, c'est que, euh, admettons que eh ben, j'ai la possibilité de payer mon impôt autrement qu'avec de l'argent.
est-ce que ce serait pas plus rentable pour l'État ou ainsi de suite. Je m'explique, par exemple, je suis une société, j'ai envie de payer mes impôts de société, mais je dis non, et la possibilité que l'État m'offre, c'est vous payez pas d'impôts cette année, mais par contre vous recrutez 5 personnes, voilà, que vous payez, et ainsi de suite. Je pense C'est un peu que ce qui se ça passe peut être des idées. actuellement, hein. C'est un peu ce qui se passe, mais Il y a, c'est ouais, il y a des des allègements de charges, et négociations ainsi dans de ce suite. sens-là, hein. Voilà. Oui, en Oui, effet. Mais, mais c'est... mais ça pourrait être des idées pour essayer de faire un peu de motivation et surtout d'avoir quelque chose de différent qui n'est pas présent actuellement parce qu'on est vraiment très très proche de l'argent réel quand on a une relation avec l'État, euh, tout Je, simplement par ces impôts-là. je Ouais. te ferai remarquer que depuis la nuit des temps, comme tu le disais, l'homme paye des taxes depuis qu'ils se sont regroupés, les hommes, et que cette taxe a toujours été payée via je te pique des sous, quoi. Alors, à une Oui. époque, c'était peut-être pas de la monnaie, c'était peut-être je te pique tes poulets, mais Mhm. l'idée était quand même la même, quoi. On n'a pas trouvé C'était d'autres moyens exactement ça, ouais. aujourd'hui. On n'a pas Ouais, encore trouvé c'était je d'autres te prends moyens. une partie de ta production, ainsi de Ouais. suite, Ouais. dans les châteaux qui faisaient, qui louaient entre guillemets leurs terres, ils disaient sur ta production, j'en prends 20% et comme ça, tu as le droit d'utiliser mes terres, pauvre mécréant. Donc C'est ça. c'est ce retour là aux choses qui pourrait être intéressant. Après, je pense pas que globalement, j'ai du mal à concevoir. C'est vraiment un truc comparé à la technologie, l'économie d'un État, c'est beaucoup plus dire à se mettre dans l'idée parce que finalement, ça a relativement peu changé. On est toujours dans un échange où tu donnes de l'argent et tu reçois quelque chose Ouais. si jamais t'as tes problèmes de chômage et ainsi de suite. Mais ça a toujours été cet échange-là. Il y a rien d'autre niveau économie. Ça n'a jamais été vraiment remis en question, ce principe-là. Et ça gagnerait peut-être à l'être, hein, remis en question. Il y a des économistes en ce moment qui sont en train de remettre en question tout ça. Alors j'ai pu voir ça un peu sur le net, étant donné que je suis pas expert économie, je peux pas vous dire à quel point ce mouvement est important. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de remettre en question les systèmes monétaires internationaux. Chose qui d'ailleurs Moi, je avait, pense que c'est important. pour la petite Ouais, que ça anecdote, va dans le bon sens. le système monétaire international avait été déjà décrié en 1960 aux environs. Je sais plus la date exacte, par De Gaulle qui avait dit qu'il fallait le remettre en question, que ce serait un système qui ne pourrait pas tenir debout bien longtemps comme ça, etc. Bon, voilà, pour l'anecdote. Ouais. Bah voilà. Donc c'est à moi, c'est ça? Ou Alex, est-ce que tu as encore autre chose à ajouter? Alors, non, non, c'est bon, j'ai fait ma partie. Tu vas nous parler des moyens de paiement d'avenir, comment on paye. T'as vu? Oui, tout à fait. Alors déjà, avant de commencer sur l'avenir, donc sur l'avenir, moi plus personnellement des devises, je vais faire un petit rappel historique. C'est la touche histoire de la soirée. Et puis je vais vous parler un peu du passage d'une monnaie de référence à une autre, à savoir de l'or vers le dollar. Il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, vous le savez tous, les États-Unis avaient la mainmise sur l'économie et oui, sur l'économie, on va dire, en tout cas du côté des forces alliées. Donc on va dire France, Angleterre, etc. Et Ouais. notamment simplement en rachetant en permettant à ces États d'avoir de l'argent pour pouvoir continuer à financer la guerre, etc. Et après la guerre aussi, pendant la guerre froide, pour pouvoir se reconstruire. Tout ça a amené une situation qui, selon les économistes, n'aurait pas dû arriver. Enfin, selon certains. Encore une fois, je ne sais pas si c'est ceux qu'on croit le plus. Je suis tombé sur des hurluberlus, on ne sait jamais. Mais en tout cas, certains disent que normalement, si les choses auraient dû se dérouler comme il aurait fallu, on était à l'or, on est passé au dollar pendant la guerre, à la sortie de la guerre, on devait repasser sur l'or comme monnaie de référence. Ça ne s'est pas fait et on est resté sur le dollar. Aujourd'hui, on le sait, on a une hégémonie quasi totale du dollar dans les échanges monétaires mondiaux. Sachant Ça se que remet en question aujourd'hui. ça se remet en question avec l'euro depuis quelques années notamment. L'euro et le yuan aussi. Oui, aussi. Alors ça, c'est juste parce qu'ils sont beaucoup. Mais en effet. Oui, mais bon. En effet. Alors, pourquoi je vous explique tout ça? C'est parce que donc on est passé quand même, c'est important de le noter, d'une situation où notre valeur de référence était quelque chose de bien concret, à notre valeur de référence est devenue quelque chose finalement d'assez fictif. C'est du papier, c'est des pièces, mais on admet cette valeur de référence exclusivement parce qu'on est tous d'accord pour dire que ça vaut quelque chose.
de même, c'est la vérité pour toutes les devises, c'est la raison d'existence des devises en fait, c'est que finalement, on est d'accord pour payer en euros ou pour payer en francs à l'époque ou pour payer en dollars ou en je ne sais quoi, exclusivement parce qu'on est tous d'accord pour dire que ça vaut quelque chose et que je sais que si je me fais payer en euros aujourd'hui, demain je pourrais aller acheter ma baguette de pain en euros, ça posera pas de problème. Ouais. Et c'est là la faiblesse pour moi des devises, entre guillemets. C'est-à-dire que, bon, on le sait que c'est quasi improbable que ça arrive, mais du jour au lendemain, on pourrait tous dire, bah non, ça ne vaut plus rien, on n'y croit pas, c'est que du papier, et on se retrouve avec des Ouais. euros qui ne valent plus rien. Puisque, voilà, quelque part, c'est une espèce de croyance générale qui fait que ça vaut quelque chose. Après, les Alors devises, là, tu dis du jour au lendemain, mais ça peut être clairement dû à une catastrophe. C'est souvent bien enfin, sûr, c'est, ce que prévoient les gens. Une grosse catastrophe, bah, tu vas pas me donner des billets, moi j'ai faim. c'est ça, Voilà quoi. Est-ce clairement, que après Ouais, je vais te oui. donner des billets contre un poulet? Non, j'ai faim là, je veux un poulet. Si tu veux des médicaments, tu me donnes ton poulet quoi. clairement. C'est voilà. On a le cas, là, je disais que tout le monde se mette d'accord, mais en effet, tu as tout à fait raison. En cas d'apocalypse ou je ne sais quoi, on pourrait être dans cette situation sans aucun souci. Après, les devises ont plein d'avantages qui permettent de réguler les, comment on appelle ça, les fluctuations, l'inflation, etc. Mais je vais pas m'étendre là-dessus, parce que déjà, on est un Ouais. peu à la bourre. Tout ça terminer sur une chose. Alors, je laisserai Alex et Charles vous parler de tout ce qui est monnaie alternative, Bitcoin et compagnie, et du troc, parce que il y a beaucoup à dire. Donc, je n'en parle pas ici, ils en parleront après. Et je veux juste soumettre une hypothèse d'une éventuelle monnaie du futur, parce que c'est un film que j'ai bien aimé. C'est Time Out, où le principe, en gros, c'est que les gens payent avec leur temps de vie, et ils ont un compteur de vie sur le bras. Et quand il arrive, en fait, quand ils ont 18 ans, ils démarrent, ils commencent à compter, et en fait, ils doivent racheter du temps de vie régulièrement pour pouvoir continuer à vivre, quoi, en gros. Et quand il a Mm. zéro, ils sont morts. Ouais, c'est Et ils achètent leur c'est un film café, intéressant. tout ça. C'est un film intéressant. Il n'est pas forcément bien exploité, mais le concept a une idée. Alors je me disais, pourquoi pas dans le futur avoir ce genre de paiement. Alors pas un compteur sur le bras qui te tue si t'es à zéro. On va peut-être pas aller jusque là dans l'anticipation, mais Pas être si violent. on le Ouais. faisait avant finalement, de payer avec du temps personnel, avec de la force de travail, ce genre de choses. On le fait encore aujourd'hui, mais c'est différent puisque on vend notre force de travail pour gagner de l'argent, qui est de l'argent qui va nous permettre d'acheter des trucs. Mais il y a des gens qui peuvent se permettre de juste avec l'argent gagner de l'argent. Enfin bon, c'est un peu différent. Euh, Oui. voilà. Donc l'avenir des devises pour moi c'est quelque chose de aujourd'hui très obscur. On ne sait pas trop où ça va aller. Mais en tout cas, ça restera à mon avis pas comme on est à l'heure actuelle. Et je laisse mes deux Mm. compères, donc tout d'abord Alex, parler des monnaies du futur, Bitcoin et Ouais. compagnie. Alors, monnaie du futur, pas tellement que ça, hein, parce qu'on est déjà dedans, mais je vais faire un gros live sur le Bitcoin, surtout pour expliquer un peu comment ça marche, parce que c'est un fonctionnement que peu de monde connaît, parce que c'est peu expliqué, en fait, tout simplement. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est une monnaie virtuelle. Donc, en fait, c'est une monnaie qui n'existe que à travers le réseau de communication qui est Internet, qui est utilisé autre part, mais sa naissance vient de là. Alors, comment ça marche en fait? Ouais. Le Bitcoin, je vais schématiser ça comme une équation mathématique qui a 21 millions de solutions différentes. Pour créer un Bitcoin, donc un parmi les 21 millions, il faut trouver une réponse à cette équation mathématique. Donc, pour le moment, euh, ça tourne bien, pas mal de gens en trouvent et gagnent des bitcoins, ainsi de suite. Donc, il y a 11 millions pour le moment de bitcoins en circulation, qu'on réussit à. C'est-à-dire 11 millions d'équations résolues. Mais il reste encore 10 millions de bitcoins en venir, quoi, qui va arriver dès que les gens ont réussi à résoudre ces équations et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle souvent dans ces monnaies du futur du minage, c'est-à-dire, pour reprendre l'allégorie qu'on faisait à l'époque, pour l'or, on allait dans la mine taper avec son pieu pour essayer de trouver Ouais. ces fameuses pépites. Bah là, c'est la même chose, sauf que on fait marcher son cerveau, on fait marcher son ordinateur ou d'autres fonctions. Donc Ouais. c'est ainsi que un Bitcoin, c'est une unité sur ces 21 millions maximum. Donc, en avoir 11 millions, c'est-à-dire qu'il y en a 10 millions, c'est-à-dire qu'on est à la moitié de la création, mais
ça a relativisé parce que c'est les 11 premiers millions, c'est les 11 millions plus simples. C'est une équation mathématique extrêmement compliquée. Voilà. Donc, trouver les derniers millions va être extrêmement long et va prendre du temps et du temps de calcul des ordinateurs. C'est là où intervient beaucoup le fait que c'est une monnaie virtuelle et qui existe uniquement grâce à l'informatique, aux ordinateurs et au réseau Internet. Donc, qu'est-ce que vous faites avec votre Bitcoin? Le Bitcoin, comment ça marche? C'est que vous avez un client sur votre ordinateur ou autre mobile, téléphone et ainsi de suite, qui va vous donner un portefeuille qui est une suite très 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 longue de chiffres et de lettres en majuscules ou non, qui va être votre portefeuille, c'est-à-dire là où vous stockez votre Bitcoin, qui est un fichier qui s'appelle wallet.dat ou un truc comme ça, où vous mettez l'argent en Bitcoin que vous avez soit récupéré, soit qu'on vous envoie, soit que vous avez réussi à trouver vous-même, en fait, c'est-à-dire trouver ces fameuses solutions. Et quand tu trouves une solution, tu la loques. Enfin, voilà, en fait, c'est que tu as créé un Bitcoin. Mais voilà, si on est d'accord qu'une solution peut être allouée qu'à une seule personne. C'est ça, exactement. C'est une solution unique. C'est-à-dire, dès qu'une solution est trouvée, comme ça fonctionne en réseau sur la maille, dès qu'une solution a été trouvée, elle est bloquée pour tout le monde. C'est celui qui l'a trouvé qui l'a, forcément. Voilà. Et enfin, c'est physiquement impossible que deux personnes trouvent à l'instant T exact la même solution. Voilà, c'est beaucoup trop compliqué. Il doit y avoir une chance sur 3 trilliards, ainsi de suite. Ouais. C'est-à-dire? D'accord. Tu demandais, Charles? Comment ça se passe dans ce cas-là? Comment ça se passe dans ce cas-là s'il y a une égalité, ça se passe pas. Oui. Non, c'est pas possible. Enfin, voilà. Ça se passe pas, d'accord. On n'a pas prévu le truc. C'est théoriquement possible, mais dans la vraie vie, ça se passe pas. Donc, vous avez votre wallet, votre magnifique portefeuille. Et donc, si vous voulez payer des bitcoins, tout simplement, vous utilisez le logiciel. Vous rentrez la valeur de bitcoin que vous voulez envoyer à quelqu'un et son adresse qui est encore une suite de chiffres et nombres. Comment on fait pour avoir cet argent, en fait? C'est tout simplement, on prend, soit on résout l'équation, soit tout simplement on l'achète contre de l'argent qu'on a sur nos comptes en banque, le dollar et ainsi de suite. Donc il y a des petites sociétés qui se sont montées, qui ont réussi à choper les bitcoins quand ils étaient pas chers, parce que la bitcoin est en train beaucoup de monter énormément, et qui l'ont réussi à te propose des services de te fournir X bitcoin contre tant de dollars. Alors là, le bitcoin c'est en train de monter vraiment et vous pouvez l'acheter pour très peu de dollars maintenant. Maintenant c'est cher, quoi. C'est une monnaie qui a beaucoup d'histoire. Hein. Ah oui, notamment les gens qui perdent. Qui perdent les portefeuilles, alors qu'à l'époque où ça valait rien, ils avaient jeté le disque dur, machin. Oui. Il y a des choses assez rigolotes parce que c'est vraiment le fichier que vous allez générer. Le fichier que vous générez de votre portefeuille, le wallet.dat, c'est votre argent. Voilà, c'est lui. Vous perdez ce fichier-là, vous n'avez plus ce portefeuille-là. Vous ne pouvez pas le retrouver autrement. C'est vraiment, il contient tout, donc ça implique de la sécurité informatique et de la sécurité dans la tête aussi, à pas l'oublier et à en tenir soin. Voilà. Sachant que le Bitcoin, il faut rappeler quand même que c'est une monnaie qui s'est fait beaucoup grâce au Darknet, à des sites qui vendent de la drogue et des trucs pas très légaux, quoi. Ouais, oui, parce qu'en fait, c'est pas traçable. C'est l'intérêt de ce nouveau type d'argent, c'est que c'est pas détenu par une banque. Voilà. Donc il n'y a pas d'historique ou de trace, enfin il n'y a pas de traçage d'argent. Donc n'importe qui peut se créer un portefeuille. Il n'y a pas besoin de rentrer nom, prénom, adresse et ainsi de suite. Voilà, vous avez votre portefeuille, vous mettez de l'argent dessus comme vous souhaitez. Et pouf, vous pouvez payer n'importe où avec une traçabilité qui fait que on ne viendra jamais à vous. Donc c'est ainsi qu'il y a eu la grande affaire Silk Road qui vous permettait de dépenser des bitcoins contre de tout et n'importe quoi d'illégal. Ouais. Voilà. Ça a très vite sauté. En plus, ça passait par Tor, donc c'était intraçable.
ça a sauté, c'est pas Oui. plus mal parce que c'est ce genre d'exemple qui montre que des fois, il n'y a pas que du bon dans Internet, même si c'est une liberté et ainsi de suite, mais quand même, Ouais. c'est c'est bien qu'il y ait des exemples de faire croire qu'on peut encore réussir à endiguer ce type de choses, ou alors ouais, enfin, vraiment faire croire qu'on peut l'endiguer, parce que Silk Road s'est reconstruit quelques jours après, donc Ouais. voilà, c'est Mm. une histoire de temps uniquement. Il y a deux points par contre qui sont sur l'avenir du Bitcoin qui sont un peu spéciaux. C'est comme il y a des crises de subprime, il peut y avoir une crise d'algorithme. L'algorithme des Bitcoins peut à un certain moment se trouver une faille. Et donc tu te retrouves avec quelqu'un qui va créer une infinité de Bitcoin alors qu'au départ non, c'est limité. Donc Ouais. tout l'intérêt du Bitcoin, du fait que c'est une zone limitée, une zone finie, tombe à l'eau. Les bitcoins passent à 0 $ et la monnaie en 2 secondes n'existe plus. Voilà. Ouais, Ça peut arriver très vite. Mhm. Bah Oui, après, donc celui qui détient cette solution-là, il pourra toujours essayer de se modérer, quoi. Ouais, t'en génères que ah bah oui, quelques-uns pour être riche, quoi. En général, ouais, c'est voilà, quoi. ça exactement. S'il arrive à se modérer, c'est bien, mais s'il a une volonté altruiste de dire oh, je veux plein d'argent à donner à tout le monde et qu'il en génère 22 millions, bah là, pouf, c'est plus bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais On est arrivé à un crash. Ouais. a priori, vu qu'on sait déjà le nombre fini de solutions, on sait enfin, il y a une théorie, il doit y avoir une formule qui prouve plus ou moins qu'on ne peut pas créer des bitcoins, enfin, que le calcul, voilà, quoi. Il est Mhm. fini et que c'est une Ouais. Mais solution, enfin, ce que tu viens de dire est pas faisable, logiquement. ouais. Techniquement, c'est pas faisable. On va finir avec ces monnaies du futur. Les bitcoins, c'est pas les seuls, hein. Il y a les Litecoin, les Dogecoin, et ainsi de suite, qui fonctionnent Ouais. toujours de la même façon. Ça fait fonctionner votre ordinateur pour essayer de miner les bitcoins, donc trouver les Ouais. solutions. Euh, Il y en a qui sont plus appréciés par des personnes parce qu'apparemment les algorithmes sont mieux. Ou alors, tout simplement, par exemple, les Litecoin, ils permettent d'utiliser différentes parties de calcul de votre ordinateur, que ce soit le processeur ou alors le processeur graphique et ainsi de suite. Ouais. Voilà, chacun fait son potage avec ce qu'il veut, mais en tout cas, on est vraiment dans la disparition de la banque qui est intéressant là-dedans, plus que comment ça fonctionne. Voilà. Ouais. Et c'est ainsi que... Juste une question justement un peu Oui. technique. Est-ce que les Mhm. calculs sont utiles à la science ou quoi que ce soit? Ou c'est juste Non, des calculs comme ça, juste alors, pour je veux faire pas dire chier? des bêtises, mais si je me souviens bien, c'est uniquement un algorithme pour créer très compliqué, juste pour qu'il soit compliqué. Voilà. D'accord. D'accord. C'est pas un projet SETI ou alors le projet de recherche ADN, ainsi de suite, Ça, ça où aurait on pu, met hein, en je sais pas. collaboration les ordinateurs. Non, là, c'est vraiment pas ça. Enfin, Et alors moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu aujourd'hui si tu veux gagner des sous avec des Litecoin, des Bitcoin ou Copacoin, hmm. en faisant tourner ton ordinateur, qu'est-ce que tu recommanderais d'utiliser du coup à nos auditeurs? Alors, niveau Litecoin, si tu as des Nvidia 880, enfin 980 GTX en SLI, tu peux générer peut-être avec un peu de chance en faisant tourner ton ordinateur pendant une semaine 0,1 Litecoin quoi. Et encore, si Ouais, tu as de la d'accord. chance, Ah ouais. sachant que les Litecoins sont pas très 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 chers en ce moment. Voilà. Et c'est pour ça qu'aussi, je vais finir là-dessus, c'est qu'il y a des petits malins qui, comme l'argent va, quand tu mines, va à un certain, enfin, un ID unique qui est composé, voilà. Il y a des petits malins qui ont fait des nouveaux euh, virus qui en fait font travailler ton ordinateur pour leur faire gagner de l'argent à eux. Ah, Voilà. excellent. Ouais, ouais. Donc Ça m'étonne c'est pas. encore un peu, c'est pas vraiment obscur, mais c'est en train de se propager dans certains gros ordinateurs et ça n'a pas encore touché les gros data centers qui de toute façon sont en réseau fermé. Mais par contre, si vous connaissez quelqu'un qui commence à vous dire tiens, dans cet email là, je suis sympa, je t'enverrai des Litecoin et qu'il y a un fichier exécutable, c'est qu'il a mis un petit mineur sur votre ordinateur qui lui fait rapporter de l'argent à lui. Ah d'accord. Ok. Bon.
Ok, très bien. Et donc Je- aujourd'hui, gagner un bitcoin, c'est quasi impossible avec ton ordinateur en Alors, faisant tourner. ouais, comme j'ai dit, les plus simples ont déjà été trouvés. Voilà. D'accord. Donc Ouais. pour trouver, je pense qu'il faut des gros data, enfin des gros centres de calcul, parce que on est dans du très compliqué. Ok, Voilà. très bien. Donc il faut Ouais. du temps. Comme si on n'est pas très fort, ben, on prend du temps. C'est ça. On va finir avec le troc avec Charlie, qui est un peu plus simple d'aspect, Ouais. je pense. Ah bah le troc, c'est quelque chose, comme je disais, beaucoup plus simple, effectivement, puisque c'était un petit peu ce que se faisait au tout début, c'est-à-dire avant l'apparition de la monnaie, tout simplement. Donc, quelque part dans la préhistoire, hein. C'est ça. Euh, En gros. Donc, le troc en termes de solutions d'avenir, j'ai envie de poser la question dans quelles conditions? Est-ce que vous avez une idée un peu- Est-ce que ça pourrait se démocratiser dans l'avenir pour vous? Oula Ouais, bah oui, alors dans les conditions dont on parlait avant, notamment Apocalypse et compagnie, je pense que c'est quelque chose auquel on reviendra naturellement, dans le sens où d'un coup, toutes les monnaies viennent d'évaluer et ne valent plus rien, on va finalement plus avoir le choix. Ouais. Je pense aujourd'hui que le troc a encore une existence minime, cela dit, mais a une existence quand même quand tu vois des gens qui vont aller s'échanger, je sais pas, un appareil dont ils ont plus besoin contre un autre qu'ils auraient besoin, et inversement, ou aller s'échanger, tiens, je viens de tondre ta pelouse et tu vas me filer ton sèche-cheveux parce que je le trouve vachement bien, enfin j'en sais rien, je donne des exemples à la con. Ça existe encore un petit peu, un tout petit peu comme ça, mais c'est extrêmement marginal. Ouais. Euh, Ça dépend de la. Justement, tu fais bien de souligner ça. Il y a quand même des communautés qui utilisent beaucoup le troc. Ah oui? Notamment via des sites internet qui permettent de, bah voilà, je suis professeur, j'enseigne les maths dans une université, je sais pas quoi. Si vous êtes, je sais pas, vous êtes informaticien, est-ce que vous pouvez jeter un œil à un problème sur mon PC et moi pendant ce temps-là, j'ai dû que je donne des cours à votre fils, etc., quoi. Ça, C'est de l'échange de il y a des services sites internet contre qui vous bien, oui. permettent de faire ça, effectivement. Mm. Et justement, qui passent pas du tout par la monnaie et c'est très rigolo. D'accord. Donc ça existe encore. Bon, maintenant, je pense que vis-à-vis de la tonne de milliards et de milliards qui sont brassés par l'économie Mhm. standard, je pense que c'est extrêmement marginal, mais ouais, ça existe encore, en effet. Voilà. Voilà. Mais effectivement, moi je pense que, à moins, enfin, c'est vraiment dans les scénarios d'apocalypse que qu'ont des chances de revenir cette solution d'échange en fait. Mhm. Mais vraiment, c'est pas une solution d'avenir et je pense qu'on va démontrer ça plus loin. Alexandre, tu avais quelque chose à dire là-dessus, non? Non, je pense que si c'est pour générer de l'argent, non. Si c'est pour, comme l'a dit très bien Aurélien, si c'est pour rester dans du matériel, j'échange du vieux matériel contre du nouveau, ou alors quelque chose, du matériel contre du matériel, on est présent, mais ça touche très peu de personnes. Voilà. Ouais, Mm. c'est ça. C'est peu. Je pense que, comme tu l'as dit, et que s'il n'y a pas l'apocalypse, le troc va pas revenir à 200%. Alors, les inconvénients que que je mets au troc, enfin, que j'ai affecté au troc, sont notamment le poids, parce que bon, bah, ça dépend de ce que vous voulez échanger, mais si vous voulez échanger des tapis contre des poissons, va falloir sortir un peu plus lourdement. Ouais, Enfin, vous avez plus de bagages pour aller faire vos courses, quoi, j'ai qu'avec ta envie de dire, carte bleue, ouais, c'est sûr. avec sa carte bleue. Il y a une partie anti-mondialisation, bah, parce que tout. Enfin, c'est très simple à imaginer, hein. Si vous voulez juste acheter quelque chose en Inde, il va falloir ramener tous vos tapis là-bas. Pas simple. Pas Ouais, et simple. Donc, du coup, puis les échanges vont se faire à moins de distance. il y a un côté aussi confiance qui fait que quand tu troques, tu donnes le truc et tu le prends l'autre directement, tu vois, de main à la main. Ouais, Alors C'est qu'avec la l'argent, proximité, oui. aujourd'hui, on s'envoie les containers à des milliers de kilomètres et puis t'envoies ton virement, ça fonctionne. Là, avec le ouais. troc, je pense que ça fonctionnerait pas, ça. Ça, Mm. c'est tout le côté logistique, quoi. Je veux dire, il Ah, faut je te spoil. effectivement, va falloir. Non, non, c'est très bien. Très bien parce qu'il faut aller vite. Euh, l- alors, le avantage que j'ai retiré de ce moyen d'échanger de la monnaie,
d'échanger des valeurs, en fait, c'est tout simplement un retour aux valeurs plus physiques. C'est-à-dire que on n'aura plus ce côté paye démesuré. Euh, par exemple, alors je vais prendre le cas très classique et très vu dans les médias, le cas d'une paye, par exemple, d'un PDG ou d'un footballeur de foot, quoi. Un footballeur pro. Footballeur de foot. Tu sais, ces gars-là un peu bizarres qui peuvent avoir des payes à 14 millions d'euros par an. Oui, oui, oui. 14 millions d'euros par an, si on retourne à des valeurs physiques, ça va commencer à se voir, en fait. À être un peu démesuré. Ça fait beaucoup de Enfin, buzz. même si. Ouais, beaucoup de bœufs, beaucoup de pièces d'or, beaucoup de tout ce que tu veux. Mais ça va commencer à être bien visible, en fait. Et c'est un petit peu le seul avantage au troc au jour d'aujourd'hui, quoi. Ouais, Puis alors. peut-être aussi les valeurs physiques aussi dans les transactions boursières Alors, et pour le coup, voilà, je quoi. je pense que je suis pas d'accord avec toi. Parce que, Ouais, en fait, pour moi, bon, il y a une règle un peu immuable qui est que l'argent appelle l'argent. Et ouais, aujourd'hui, si on a des inégalités réduites, alors je mets des grosses guillemets autour de ça, hein, mais si on a des inégalités en tout cas moins importantes qu'à l'époque où justement on pratiquait le troc et ce genre de choses, c'est parce qu'on a énormément régulé, bien qu'on n'y arrive pas, mais on a autant que faire se peut essayé de réguler pour équilibrer les fortunes, on va dire. Si tu reviens ouais, à un système de troc, les quelques mecs un peu malins qui vont réussir à faire fructifier ça risquent de devenir extrêmement riches et de très grandement ouais. Ouais. appauvrir le reste de la population. Je vois ce que À tu mon veux dire, avis. mais dans des cas concrets, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de richesse, enfin de différence de richesse qu'il n'y avait avant. Ah, je pense pas. Vraiment. Je pense pas. Si tu prends une époque du Moyen Âge ou des choses comme ça, je pense que les seigneurs étaient beaucoup beaucoup plus riches en Ah, termes de pourcentage c'est incomparable. par rapport à Mais le PDG de je sais pas où par rapport à nous aujourd'hui, tu vois. Je pense, hein. Je me trompe peut-être. de toute façon, le seigneur, oui, il avait énormément d'argent, effectivement. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des valeurs folles, quoi, en termes de milliards et Tout des à fait. milliards. Non, mais on est d'accord. Mais je pense que c'était encore pire avant. Mais bon, À part. je sais pas, hein, il Ouais. faudrait chiffrer tout ça. C'est Peut-être que c'est plus transparent aujourd'hui qu'avant, il faut voir. Hmm, Il faudrait avoir Ça a l'avis bougé. d'un expert en là-dessus. effet. Et malheureusement, on va devoir se quitter ici, les amis, puisqu'on est déjà à la fin de notre épisode. J'espère et nous espérons tous que cet épisode vous a plu. C'était un peu un premier exercice pour nous de faire un hors-série comme ça sur un sujet qui n'est pas pas lié directement à la technologie. On se retrouve le 26 février à 21h pour l'épisode 15. Pour ceux qui se demanderaient la suite de la saison, on va parler de plein d'autres choses, mais un peu moins technologie liée à l'informatique, on va dire, puisqu'on devrait enchaîner les prochains épisodes sur des thèmes autour de l'espace, je ne vous en dis pas plus, puis après on va peut-être aussi un peu dériver sur tout ce qui est biologie. Enfin, pour tous ceux qui nous écoutaient en live, ne partez pas. On reste avec vous pour faire une petite after et pour continuer le débat si vous le souhaitez. Et pour tous les autres, eh ben, à bientôt, dans un mois à peu près. Et puis merci de nous avoir écoutés. À bientôt.